Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous revoilà dans le cadre de Africa 2020, ce soir pour parler du Cameroun, ça c'est notre horizon, et avec, à l'aide et à travers le point de vue de Narcisse Vandji, qui est avec nous ici depuis déjà un certain temps à Apt, puisqu'il est toujours dans le cadre d'Africa 2020, en résidence d'écriture. Donc à partir de cette belle salle du César, dont au passage nous remercions, je remercie au nom du Festival des cinémas d'Afrique, la direction qui a très aimablement accepté de mettre à notre disposition ce beau lieu, pour le moment, comme vous le savez tous, dégarni, mais dont on espère que très très bientôt, il sera un peu plus peuplé. Voilà. Et comme de coutume, nous avons également avec nous notre ami et compagnon de route, Olivier Barlet, et aussi en distanciel, comme on dit aujourd'hui, si maladroitement, Marie-Nadège Bourgault, qui est historienne du cinéma et que Narcisse a bien voulu solliciter. Elle sera avec nous pour nous aider à comprendre ce dont on va parler. Donc Olivier, je te laisse tout de suite la parole. Voilà, j'enlève le masque pour qu'on puisse comprendre. Oui, cinéma camerounais, et avec Narcisse, avec un des acteurs actuels du cinéma camerounais. Et peut-être Narcisse, on démarrer un petit peu sur ton parcours, comme on dit, ta biographie, c'est-à-dire comment tu es arrivé au cinéma et quelles sont un petit peu les étapes, les pierres de ce parcours. Tu peux te défaire de cette Voilà. Déjà, bonsoir encore à tous et je remercie le festival de m'avoir invité. Je suis très content déjà d'être là. Voilà, je m'appelle Narcisse Vandji, je suis originaire de l'ouest du Cameroun. C'est toujours un peu très compliqué cet exercice de parler de soi, j'ai toujours un peu du mal à parler de moi, j'aime quand ce sont les autres qui le font, mais je vais quand même me prêter au jeu cette fois-ci. Alors oui, j'ai fait un peu de théâtre au lycée. Je suis titulaire d'un baccalauréat. Ensuite, je suis allé à l'université, mais pas immédiatement. Mes parents voulaient que je sois prêtre. Ma mère, de son côté, voulait que je fasse des études de droit. Et dans tout ça, il fallait aussi que je donne mon propre point de vue. Donc, j'ai passé 2 années blanches. Je ne suis pas allé à l'école parce qu'il fallait que je choisisse moi-même ou bien que je sache véritablement ce que je veux faire. Et il y a une cousine à moi qui, 2 ans plus tard, donc, a obtenu son baccalauréat. Elle est allée à l'université, elle a ramené toutes les brochures d'orientation. Donc le bac, tu l'as eu en 2001, c'est ça? 2002. 2002. Voilà. Donc ensuite, elle ramène donc les brochures et moi, je vais dans les brochures en me baladant. Et je vois une filière qui s'intitule Art du spectacle et cinématographie. Et bon, voilà, je décide d'aller à l'université.
Mais je me considère pas comme, je me considère davantage comme un autodidacte parce que le parcours universitaire, ça n'a rien à voir avec une école. Donc, c'est peut-être un plus, c'est vrai, parce que ce que j'apprends, les livres que j'ai pu lire jusqu'ici, qui ne sont pas forcément en rapport avec la technique, m'enrichissent énormément, c'est vrai. Je dois dire que comparé à d'autres autodidactes, je suis peut-être un peu chanceux, voilà. Mais je suis un autodidacte plein qui a tout simplement lu beaucoup de livres. C'est-à-dire entre 2002, entre 2002 et 2005, Je ne suis pas allé à l'école, non. Tu n'as pas, tu n'as rien, tu n'as Non, pas. j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai lavé les voitures. J'ai fait un ensemble de choses. J'ai été conducteur de moto. D'ailleurs, je viens de faire un film sur les C'est ça. motos. Ouais. J'ai fait un ensemble de petits métiers comme ça. Mais après, quand je suis tombé sur la brochure, c'était comme un appel. Donc, je suis reparti. Mais cette fois-ci, c'est moi qui paye mes études. Parce que là, il n'y avait pas un parent qui me disait si tu veux que je paye tes études, il faut que tu fasses exactement la filière que j'ai choisie. Là, j'étais beaucoup plus libre de faire ce que je voulais. Et donc, je suis reparti à l'université, comme je disais. J'ai obtenu une licence. Après, j'ai encore fait 4 ans de pause. 4 années de pause parce que pendant mon cursus, ma première année de master, eh bien, la filière que j'avais choisie, on a décidé de l'annuler. Et moi, ça m'avait révolté. J'ai dit, bon voilà, tant que la filière ne revient pas, moi, je ne vais plus à l'université. Tu aimes bien prendre une pause de temps en temps, quoi. Voilà. Donc, après donc, le bac, une pause, et voilà. après la licence, une autre pause. C'est super. Et puis, je suis allé donc, j'ai créé le Festival international des films de femmes d'Afrique centrale, Miss Mebinga, qui a sa 10e année maintenant. Et pendant que je faisais ce festival, j'organisais beaucoup d'autres choses avec le soutien de l'Institut Goethe. Et ce festival, il a été organisé avec des élèves de l'université, en fait. Qui sortaient de l'université, non? Mais oui, quelques camarades de classe à moi, oui, effectivement. Et donc, puis je rencontre une dame qui est aujourd'hui mon directeur de thèse en Allemagne aussi. L'Institut Goethe, parce que je parlais déjà un peu allemand, ils m'ont offert une bourse pour aller en Allemagne. Parce que ton bac, c'était un bac allemand, c'est ça? Non, parce que dans le système scolaire au Cameroun, quand vous êtes en classe de 4e au lycée, vous avez la possibilité de choisir entre l'allemand ou l'espagnol. Donc on a des langues vivantes, voilà, des deuxièmes langues vivantes. Moi, j'ai choisi l'allemand, donc j'avais déjà plus ou moins des bases depuis le secondaire. Sachant que le Cameroun est une ancienne possession coloniale allemande jusqu'en 1914. Exact. Donc, bon, moi, il y a l'Institut Goethe qui me dit, bon voilà, disons des petits programmes pour les artistes, et bien, bon voilà, va passer un mois, tout frais payé, donc, et puis tu améliores un peu ton allemand, donc je m'en vais, puis je reviens, je rencontre donc une dame qui fait un festival à Bayreuth, en Allemagne, et puis je lui dis, je vous invite l'année prochaine. Évidemment, elle a rigolé, elle ne m'a pas prise au sérieux. Puis l'année qui suit, effectivement, je tiens parole, elle vient. Et quand elle arrive, elle est d'abord étonnée par le fait que je dise quelque chose et que je l'applique. Et voilà, elle m'encourage à repartir à l'école. Moi, je repars encore cette fois-ci. Puis, je finis le master et maintenant, je viens de terminer la rédaction de la thèse dont j'attends la soutenance qui probablement doit avoir lieu soit début juin, en tout cas, au plus tard, en début juin. Voilà plus ou moins un peu. Il y a beaucoup de choses que j'ai larguées, mais bon, voilà, c'est l'essentiel. Et notamment la période pendant laquelle aussi tu as fait des courts-métrages. Oui, bon, évidemment, pendant en 2008, je fais un premier court-métrage. Évidemment, je laisse ça dans les tiroirs. J'ai des camarades à moi qui vont entrer à l'école de la télévision au Cameroun. Donc, ils vont faire 2 années. Quand ils vont revenir, je vais leur remettre les roches. Ils vont monter. Puis, en 2010, j'ai réussi à vendre pour la première fois un film à TV5. Donc, je comprends dès ce moment que je peux vivre de ce métier-là. Ensuite, il y a un concours qui est lancé par l'Union européenne. On voulait 12 jeunes en Afrique. On voulait 12 jeunes. Et j'avais postulé, je faisais partie des 12 jeunes. Puis j'ai fait donc un film, ils m'ont remis 10 000 € pour faire un film qui s'appelle Mémoire de sang. Donc ça, c'était déjà, je l'ai fait. Puis il y a un autre concours qui avait été lancé pour lutter contre l'immigration clandestine, etc. Donc je fais également ce concours-là. Et puis j'ai fait le court-métrage. Ensuite, je fais un autre documentaire. Là, c'était un documentaire très personnel.
autobiographique. Là, c'était vraiment mes camarades et moi, dont j'ai pris une caméra, je suis allé, j'ai fait tout le truc, accompagné de 2 amis. On a fait le film, là c'était en 2015, puis j'ai eu la francophonie en 2016 pour faire Walls. Et puis j'ai fait la pause parce qu'il y avait la thèse qu'il fallait rédiger, donc j'ai passé 3 années, je suis revenu, j'ai fait Bensikin, qui va sortir dans les prochains mois, qui est mon tout premier long métrage en fait. Et la thèse portait sur quoi? Sur l'imaginaire, je travaille sur la 3e génération des cinéastes camerounais et je questionne principalement leur imaginaire. Il est question dans la thèse de savoir est-ce que dans leur façon de représenter la société camerounaise aujourd'hui, ils proposent quelque chose qui permette aux Camerounais de s'entrevoir sous un autre prisme que celui qu'ils expérimentent déjà au quotidien. Et j'essaie aussi de voir quel est le rapport que ces cinéastes-là ont avec le politique. Donc la figure de l'autorité, comment est-ce qu'ils dépeignent l'autorité. Également les rapports hommes-femmes aussi dans la société, dans la figure de la femme, comment est-ce qu'ils le mettent aussi en valeur. Et enfin, je m'interroge aussi sur quelle pourrait être la spécificité de leur imaginaire. D'accord. Ça nous fait une transition pour introduire Marie-Nadège Tsogomomo, qui elle-même a fait 2 thèses, ou a 2 thèses en cours à la fois, ce qui est assez impressionnant. Et Marie-Nadège, donc peut-être nous dire aussi qui vous êtes, oui, quel est votre parcours, et nous expliquer un petit peu le but de votre démarche en termes, on va dire, intellectuels, c'est-à-dire universitaire, et ensuite votre démarche par rapport au cinéma camerounais, puisque vous êtes en train d'en rédiger l'histoire. Bonsoir. Tout d'abord, merci à Narcisse Wandji qui a donné mon contact aux organisateurs et qui a voulu que je sois associée à cette émission. Je suis Marie-Nadège Tsogomomo, je suis originaire à la fois du centre Cameroun Béti et de l'ouest Cameroun Bamileke. Donc, on peut dire que je suis au fruit de l'intégration régionale au Cameroun. Après mon baccalauréat en 2003, je suis allée à l'université. J'ai choisi l'histoire comme filière. J'ai eu ma licence, j'ai eu ma maîtrise. Et au moment de faire la maîtrise, il fallait trouver un thème original. Et étant très passionnée de cinéma parce que je ne ratais pratiquement aucune projection, surtout le cinéma camerounais, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de travaux scientifiques sur cette thématique, donc j'ai choisi de travailler sur l'histoire en tant qu'historienne du cinéma camerounais. Et quand j'étais aux archives nationales, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de la documentation sur le cinéma au Cameroun pendant la période coloniale. Et c'était un domaine que les historiens, de manière particulière, les chercheurs en général, n'avaient pas encore traité. Alors, naïvement, dans la recherche, je me suis lancée, j'ai fait mon premier travail de maîtrise. Après, j'ai eu une bonne note, je suis allée en master. En master, il fallait écrire un mémoire de master et déjà absorbée par l'histoire du cinéma, j'ai choisi de faire l'étude d'une structure cinématographique au Cameroun qui a été créée par l'État, le FODIC, le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, qui avait pour but d'encourager le cinéma camerounais, de favoriser son éclosion. Donc, j'ai fait une autopsie de cette structure-là qui a été liquidée en 1990, créée en 1973. Une fois admise en thèse, parce que ce travail m'a permis d'être admise en thèse. Une fois admise en thèse, j'ai marqué une pause, j'ai fait une maternité et je suis revenue plus tard, 3 ans plus tard, pour continuer. Et là, parallèlement, j'ai pris une inscription à l'université de Douala et j'ai présenté un autre projet à l'université de Beyrouth. Les 2 projets ont été retenus, c'est 2 projets totalement différents. Et là, je suis dessus, j'essaye. Le premier projet, la thèse que j'ai fait sur le Cameroun, c'est une analyse diachronique de la politique cinématographique au Cameroun, dont je pars de 1913, date de la première projection des films au Cameroun, jusqu'en 2009, date de la fermeture des salles de cinéma au Cameroun.
Et en Allemagne, j'ai choisi de travailler sur le révisionnisme colonial à travers le film. Donc, je me suis rendu compte que pendant la période coloniale, en fait, pendant la période entre les deux guerres, les Allemands étaient très actifs cinématographiquement parlant au Cameroun. Ils ont fait en moyenne une trentaine de films dans ces films est imprégné ce que j'ai appelé le révisionnisme. Donc, mon travail consiste à voir comment une idéologie peut être explicitée à l'écran. Et là, j'ai choisi l'idéologie révisionniste. Donc, je suis actuellement sur les deux projets. J'espère les terminer avant la fin de cette année, au pire des cas, en 2022, et soutenir mes deux doctorats. Bravo. Et à côté, j'ai fait aussi une formation en audiovisuel cinéma. J'ai fait un premier court-métrage. Ça, c'est avec l'école de la CATV où j'enseigne. J'ai voulu me former aussi parce que enseigner l'histoire, j'avais l'impression parfois d'être bloquée, de ne pas comprendre totalement le langage cinématographique. Donc, je me suis formée sur le plan technique. J'ai fait mon premier court-métrage. Il était une fois Francine. J'ai eu un diplôme en production légère. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Et après, le Goethe Institut, avec Jean-Marie Thénou, ils ont lancé un atelier sur le patrimoine, faire des documentaires sur le patrimoine. J'ai été sélectionnée, j'ai fait une résidence. Et de là, j'ai fait mon deuxième court-métrage, Patrimoine oublié, qui a été sélectionné déjà dans 2 festivals. Merci. Bon, voilà qui est impressionnant. Il y a beaucoup moins de pauses que pour Narcisse. Mais il y a une pause quand même. Il y a une pause maternité. Voilà. Bon, on ne va pas refaire l'histoire du cinéma camerounais. Il y a quand même des grands noms qui sont connus de tous. Hein. Jean-Pierre Dikangue-Pipa, Daniel Kamoua, Jean-Marie Thénault, que vous avez cité pour le documentaire, Jean-Pierre Bécolo, Bassek Bakobio. Et puis bien sûr l'incontournable Bassek Bakobio qui s'occupe du festival Écran Noir, dont on aura d'ailleurs l'occasion de reparler, puisque Narcisse, je crois que tu as une fonction depuis peu de temps auprès de ce festival. Mais par contre, il serait... Donc, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un petit peu quel est l'existant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime le Cameroun dans son cinéma, parce qu'effectivement, il y a une véritable production cinématographique au Cameroun qui est beaucoup plus riche que dans bien des pays d'Afrique, mais que l'on voit assez peu circuler à l'étranger, ou du moins dans les festivals européens. Et donc... là, c'est peut-être autour de ces questions-là qu'on peut naviguer, c'est-à-dire en termes de contenu des films, en termes je dirais même de nécessité de ces contenus, dans un pays qui est complexe, aussi bien politiquement que dans la constellation que vous évoquiez, Marina Dej, de ces différentes populations, et puis dans son histoire. Et d'autre part, eh bien, comment une cinématographie peut réémerger, on dirait, depuis quelques années, avec des gens qui font toute une série de courts-métrages, comme Narcisse, ou comme ceux que vous avez pu faire, à la faveur de formation, d'organisation, etc. Alors que même le fonds d'aide dont vous parliez a été supprimé et n'a pas été remis en place, quoi. Donc dans une certaine absence de politique d'État. Et ça résonne par rapport à la discussion qu'on a pu avoir sur le Maroc hier, où la question justement d'un fonds d'aide ou pas de fonds d'aide, qu'est-ce que ça change pour une cinématographie. Et peut-être pour revenir, oui. Olivier, à Narcisse, parce que évidemment on voit bien que les deux perspectives sont très différentes. Et que Narcisse disait que lui, c'est la 3e génération. D'abord, on aimerait bien savoir ce que tu appelles la 3e génération. Hein, et puis, en gros, tu ne vas pas nous dire un peu que c'est l'essentiel de ta thèse, quoi. Donc, alors moi, quand je parle de la 3e génération des cinéastes camerounais, je me situe à partir des années 2000, celle-là même qui voit le jour avec l'avènement du numérique. Celle-là vraiment qui s'est approprié le support numérique. Et ensuite, pour répondre peut-être à ta deuxième question, qui se situerait probablement dans qu'est-ce qui a motivé peut-être à faire ce travail, je dois dire que
Et je crois qu'Olivier l'a mentionné aussi tout à l'heure, de 2002 à jusqu'à aujourd'hui, on a quand même une génération qui se démarque énormément en ce qui concerne la production, en termes de quantité. Les films qui ont été faits au Cameroun en 2014 et en 2017 dépassent quantitativement tous les films camerounais faits après les années 60, les 3 premières décennies d'indépendance. Et pour moi, c'était important qu'on s'arrête un moment et qu'on s'interroge sur ce contenu-là. Aussi parce que le cinéma camerounais, à chaque fois qu'on l'évoque, on l'évoque toujours dans la perspective des anciens. Bon, tout à l'heure, on a cité Dikongé Pipa, Bassé Bakobio, on a cité tout, mais on n'a pas cité d'autres personnes qui sont après eux. Et pour moi, c'était un réel problème. On peut pas passer 60 années de cinéma, et à chaque fois qu'on parle de ce cinéma-là, on ne parle que toujours dans le prisme de ceux qui ont fait des films il y a 20 ans. Dikongé Pipa, son dernier film, ça fait 20 ans qu'il a tourné, un peu plus. Un peu le fondateur avec Munamoto. Oui. Voilà, si on prend Bassé Bakobio, c'est 90-95, donc à peu près 20 ans. Bekolo est le seul quand même qui est très proche de nous, parce que son dernier film, ça fait peut-être 2 ans, parce qu'il vient de faire Miraculous Weapons. Donc, il est le seul qui a pu... et puis peut-être... Pardon? Tu as parlé? Non, je disais Bekolo, je suis avec vous. Ah d'accord, donc il y a Bekolo, il y a dans une certaine mesure Daniel Kanwa aussi, qui a pu quand même... continuer. Mais je me suis dit quand même, à côté, on a des jeunes qui produisent énormément. On peut épiloguer sur la qualité des films, d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout ce que ce contenu-là produit par ces jeunes-là, qu'est-ce que ça nous offre? Ça offre des perspectives d'analyse importantes. Donc il faudrait qu'à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on se demande comment est-ce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on perçoit notre société. Comment est-ce qu'on on le représente à l'écran. Mais ce n'était pas simplement de voir si la manière de représenter, s'il y a des formes nouvelles qu'ils apportent, etc. C'était plus ou moins aussi ça, mais ce qui, moi, m'intéressait davantage, c'est de rentrer dans sa tête et de voir ce que lui, il apporte en termes de vision nouvelle. Et je vais prendre un exemple, le film Life Point. Le Cameroun, il a cette particularité, c'est que c'est un pays bilingue. Donc, quand on dit bilingue, on s'attend à avoir un Camerounais qui parle français et anglais. Mais dans notre cinéma, quand vous observez bien, on a un cinéma dit anglophone et on a un cinéma dit francophone. Donc, il y a cette scission-là qui est claire. Mais on a quand même un film comme celui-là qui arrive et dans lequel les personnages parlent français et anglais sans transition. Donc, vous avez un personnage qui commence une phrase en français et puis la termine en anglais. Vous avez l'autre qui, ainsi de suite. Vous avez des conversations, l'un parle en français, l'autre répond en anglais et sans que ça ne choque quelqu'un d'autre. Et pour moi, je me dis, OK, ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de nouvel. Le signal, il est bon. C'est de se dire, on est dans un pays bilingue, on devrait pouvoir, nous, parler français et anglais, de switcher d'une langue à l'autre sans avoir... des problèmes. Mais je pense aussi que la population camerounaise aujourd'hui est déjà en train de résoudre ce problème. Ce n'est pas résolu au niveau politique. Quand je dis que la population a résolu le problème, c'est que les francophones qui constituent à peu près 80% de la population envoient systématiquement les enfants dans les écoles anglophones. Et ce qui se passe, c'est que ces enfants, les jeunes Camerounais d'aujourd'hui, d'à peu près 15 ans, ils s'expriment parfaitement en français et en anglais. Et leurs parents, qui ne comprenaient pas un piètre mot en anglais hier, commencent à parler un tout petit peu l'anglais parce qu'à un moment donné, quand l'enfant rentre à la maison, il faut bien que tu contrôles son cahier. Ou bien quand le répétiteur est là, quand il donne 2 ou 3 petites phrases, tu es obligé de capter 2 petits mots parce que l'enfant, à un moment donné, il a aussi besoin, il va t'interpeller par moment, je n'ai pas compris ça, donc tu dois pouvoir te mettre au travail. Et donc, moi, je pense que les choses changent et ces films-là essaient déjà de s'accommoder à ça et d'apporter ces réalités nouvelles-là. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait davantage. Et aussi de voir si... Juste sur la question de la langue, ce qui est frappant dans l'histoire, c'est que les films qu'on voit apparaître sont soit en français, soit en anglais, soit mixtes, comme tu le disais, mais ne sont pas dans les langues locales. On parlait du bamileke, etc. Enfin, je veux dire, les langues coloniales, on va dire, se sont imposées, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans nombre d'autres pays. Peut-être Nadège va intervenir. Je voudrais intervenir. Oui. On parle du cinéma contemporain aujourd'hui et là, c'est un élément vraiment qui caractérise le cinéma contemporain d'aujourd'hui, le cinéma camerounais.
Je vais prendre le cas d'un jeune réalisateur, Franck Léa Malé. La plupart de ses films, que ce soit Point de vue, que ce soit Angle et son dernier long métrage, même Innocente, il fait l'effort de faire parler la plupart des acteurs en langue locale et des langues totalement différentes. Dans son film Angle, on retrouve le Béti, on retrouve la langue des Bayangam. C'est quoi? Le Bayangam. Le Bayangam, oui. On retrouve le Bassa dans le même film. Ça fait que ça identifie, tout le monde se sent intéressé, tout le monde se sent concerné quand on projette. Moi, j'ai une amie Bamné qu'une fois on a regardé ça et quand on a appelé Bayangam, quand Échou, l'acteur, a commencé à parler sa langue, elle a tressailli de joie. Et après, il y avait une autre comédienne qui a parlé le Béti. Moi, puisque je suis plus Béti que Bamné, j'étais aussi en extase. Bassa, pareil. Donc, j'ai envie de dire le cinéma contemporain camerounais d'aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est vouloir mettre nos langues dans les films. Parce que pas plus seulement l'anglais, le français comme avant. Sachant que Innocente est un film de procès où il y a donc une grande partie du film qui est du domaine du procès, où là c'est plutôt la langue coloniale qui revient. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette différence entre la langue parlée dans toutes les scènes, on va dire intimes du film, et d'autre part le moment du procès. Qui est quand même un gros moment dans le film, où là, on revient au français ou à l'anglais. Oui, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il aurait facilement fait ça dans une langue locale. Je ne suis pas sûr. Tout à fait, mais je veux dire, c'est cette différence justement entre la langue officielle administrative et puis... Voilà. Mais je pense que Bassé Bakobio l'a déjà aussi fait. Je crois qu'il a un de ses films, c'est Sango Malo, si je ne me trompe pas, où on parle aussi en français et dans les langues locales aussi. Et je crois aussi des coopérants d'Atu Sibita, donc là c'est le franc-anglais qui est mélangé au français, etc. Et donc, de toute façon, je crois que ça fait partie des choses qui relient la nouvelle génération à celle des anciens. Donc, il y a quand même une continuité, et ce sont ces éléments-là. Bon, après, maintenant, il y a aussi des ruptures qu'on peut observer, comme c'est ce que j'ai essayé d'évoquer, comme aussi au niveau de la diversité des thématiques. Parce que quand on rentre dans les années d'après indépendance, on a quand même cette redondance des thématiques qui étaient très observées dans nos films. Et aujourd'hui, peut-être qu'à la faveur de l'avènement de la démocratie chez nous et tous ses corollaires, peut-être ça a favorisé ça. On a quand même une espèce de diversification dans les thématiques. Mais il y a quand même une autocensure qui reste quand même présente, parce que dans tout ce qu'on peut traiter comme sujet, difficilement on traite des sujets, je vais dire, pour reprendre l'expression d'Alexis Tcheyap, propres. Donc des sujets qui ne vont pas inquiéter Pobia, par exemple. Donc voilà. Donc on évite ça, et donc je pense qu'il y a cette autocensure. À l'inverse qui ne vont pas inquiéter Paul Biya, c'est le président du Cameroun, je précise pour les spectateurs voilà, qui ne connaissent pas tous la géopolitique africaine. Oui, je crois qu'il y a cette autocensure quand même qui est perceptible, où on évite un peu c'est comme si on nous a orienté vers un type de sujet qu'on pourrait faire, même s'il y a une diversification, encore une fois, c'est en comparaison avec nos prédécesseurs. Mais il y a des travaux comme celui de Becolor ou bien comme celui de Jean-Marie Thénault, où je pense que nous, les jeunes, on doit pouvoir aussi nous attaquer un peu à ce type de problématiques. Mais Narcisse, tout à l'heure, tu disais malgré l'importance de la production de ces jeunes, on continue encore de s'intéresser aux prédécesseurs, aux anciens. Est-ce que cela ne serait pas, d'après toi, dû aussi à la question de la diffusion? Parce que c'est un peu paradoxal qu'au moment où les salles, je ne sais plus combien il reste de salles de cinéma en ce moment, au Cameroun, au moment où le marché se rétrécit, comme une peau de chagrin, où il n'y a quasiment plus de salles de cinéma, il y a plus de production. Est-ce que tu ne penses pas que cette difficulté de diffuser, de faire connaître, n'est pas aussi d'une certaine manière liée à
l'incapacité, je veux dire, de montrer les films. Peut-être oui, mais je pense aussi que c'est un peu lié à ceux-là qui, à un moment donné, nous légitimisent. Ceux-là qui disent qui est bon ou qui n'est pas bon. Ceux-là qui disent, ah oui, voici un talent, celui-ci n'en est pas. Parce qu'effectivement, c'est paradoxal. On ne peut pas avoir produit autant de films et qu'aujourd'hui, on soit toujours en train de parler de notre cinéma à travers les autres. On ne peut pas être en 2021 et qu'on veuille parler du cinéma contemporain camerounais et qu'à chaque fois qu'on l'évoque, on parle de Dikong et Pipa. Donc le problème, il n'est pas simplement au niveau. Je ne suis pas sûr que c'est parce qu'il manque de talent, mais je pense que c'est le système. Non, moi je ne parle pas de talent qui manque, je parle de salles qui manquent. Oui, ça. je comprends. Non, au Cameroun, nous, on a trouvé d'autres formules. C'est ça, voilà. Peut-être quand on parle de salles, je ne sais pas si c'est les salles pour ceux qui sont outre-mer pour qu'ils puissent voir nos films, ou bien c'est des salles qui sont chez nous. Oui, parce que si c'est les salles qui sont chez nous, bon, oui, c'est vrai qu'on a connu une période où on n'avait pas de salles de cinéma, c'est vrai, mais depuis peu, il y a quand même quelques écrans qui sont là. Bolloré est arrivé, il a mis 2 écrans. L'Olympia, Voilà, et puis on a un entrepreneur camerounais, 2 entrepreneurs camerounais qui ont mis, il y a un à Douala, Cinéma l'Éden, il y a un autre à Bankomo, qui ont des salles numérisées. Ensuite, d'où la nouvelle génération, on a une autre façon de travailler maintenant. C'est que qui est salle... Et si vous permettez, parlant même des salles de cinéma, aujourd'hui, comme Wanji l'exprime, on n'a plus nécessairement besoin d'une salle comme celle dans laquelle vous êtes assis. Les gens louent des hôtels, projettent dans des halls. Et le public vient regarder des films. On n'a plus vraiment besoin des salles conventionnelles. Il suffit juste que le producteur ou le réalisateur, qui généralement est réalisateur-producteur, puisse avoir un peu de sous pour louer la salle et faire la promo. Et après, les gens viennent regarder le film. Donc oui, voilà un peu notre modèle. Il y a le cinéma numérique ambulant aussi. Oui, il y a le cinéma numérique ambulant, mais aujourd'hui, c'est plus des capitalistes que nous avons dans le métier. Donc, c'est des gens qui savent que, bon, je fais un film, il faut que ça me rapporte de l'argent. Et du coup, c'est vrai qu'on a des choses qu'on sacrifie, comme le confort d'une salle, comme celle-ci, le confort d'écoute, le confort... Oui, il y a ces choses-là qu'on sacrifie, mais quelqu'un, à la fin de la journée, il a une salle de 1000 places, il a mis le ticket d'entrée à 10 €, et puis il fait les 1000 places. Donc, quand vous allez lui dire, cher ami, bon, je n'ai pas bien écouté, je n'étais pas dans le confort d'une salle de cinéma, il va être sourd parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le gain qu'il va faire. Il a un loyer à payer, il a des enfants à envoyer à l'école, donc, en attendant que les choses se mettent véritablement en place, il préfère d'abord survivre. Donc, parce que c'est ça le véritable problème de notre génération. On a besoin d'exister, pas simplement d'exister en tant qu'artiste, mais d'exister aussi en tant que... de nous faire aussi en tant qu'hommes, parce qu'on a des familles, on a des gens qui comptent sur nous. Mais ça veut dire que ce type de diffusion est basé sur l'événementiel. Oui. Ça veut dire que par derrière, il va falloir avoir des productions qui correspondent à de l'événementiel, c'est-à-dire dont on parle, c'est-à-dire des films qui vont avoir dans leur contenu quelque chose qui va être du domaine du sensationnel. J'exagère, hein, mais enfin, je veux dire, on est un peu dans cette problématique-là quand même avec ce type de diffusion. Et c'est peut-être pour ça que toi, tu as fait ce choix-là, de ce genre de cinéma. De ce genre de cinéma, oui. Je ne suis pas sûr que c'est... C'est vrai qu'il y avait ça aussi qui me motivait. Pour ce qui est de mon dernier film, là. C'est de ça qu'on va parler aussi un tout petit peu. Voilà. Oui, ça aussi, ça m'a motivé, mais ce qui m'a motivé le plus, c'était de faire un cinéma qui nous ressemble. Et quand on dit un cinéma qui nous ressemble, pour moi, c'est pas un cinéma qui forcément montre la grand-mère qui est en train de piler, mais c'est un cinéma qui a une couleur qui nous est propre. Le type de musique qu'on écoute quand on marche dans les rues, comment on parle, et ce qu'on mange. Voilà. Parce que les thématiques sont plus ou moins universelles. L'émotion... Elle est universelle. Elle est universelle. Donc, à partir du moment où le cinéma me permet de provoquer les émotions, je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais après, ce qui, moi, m'intéresse par-dessus tout, c'est qu'est-ce que moi j'apporte maintenant
en ce moment. Oui, mais un cinéma qui nous ressemble, là, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, André Gardis avait fait tout un bouquin sur la question du cinéma miroir. Je veux dire, l'histoire des cinémas d'Afrique, on est exactement dans cette question. Non, mais je ne parle pas de cinéma Si vous miroir. permettez, Oui, si vous allez-y, permettez, allez-y. moi, je voudrais aller dans le même sens que Narcisse. Quand il parle d'un cinéma qui nous ressemble, Oui. ça veut dire que c'est un cinéma que nous finançons, que les jeunes se débrouillent à financer et ils font le cinéma comme ils l'ont pensé. Or, avant, le cinéma était financé par d'autres bailleurs de fonds et les gens étaient obligés de faire des films selon la ligne éditoriale du financier. Donc aujourd'hui, on parle, et ce n'était pas toujours des films qui nous ressemblaient, c'était des films qui nous représentaient tel que celui qui a financé le film voudrait qu'on soit représenté. Mais aujourd'hui, puisque les films sont financés par nous-mêmes, on prend de l'argent dans des tontines, dans des petites microfinances, alors on fait des films qui nous ressemblent et qui peuvent toucher directement le public. Et pour toucher directement le public, il y a toute une campagne. Olivier parlait du sensationnel. Oui, c'est à ce niveau que le sensationnel intervient. Au niveau de la campagne médiatique, on prend des influenceurs web, on utilise la radio, la télé, les compagnies de communication, on envoie des SMS, on sature. La dernière projection, celle à laquelle je n'ai même pas pu assister, mais je ne peux pas dire que le film était aussi waouh que ça, parce qu'après, je l'ai regardé. C'est une salle de 2000 places. La fille qui a produit ce film, le titre du film, c'est Aline. Il est produit par Muriel Blanche, une influenceuse web. Et la salle, le film devait être diffusé à 18h. Nous sommes arrivés à 17h, il n'y avait plus de billets. Et la file était... On n'arrivait même pas à compter, c'était tellement long. Parce que le marketing, on ne regarde plus vraiment la qualité du film, mais la qualité du marketing. Et c'est ça qui fait vendre. Donc là, on est dans un type de... Moi, je vous provoque un peu, hein, c'est pour qu'on discute. Mais je suis là pour ça. Hein. Mais on est dans un type d'approche qui est très proche du cinéma nigérian. Hein. C'est-à-dire qu'on a exactement le même système, c'est-à-dire qu'un film au Nigeria, alors il s'en fait 2000 par an, hein, mais pour qu'un film marche, rapporte, puisque là on est vraiment dans un système de business au Nigeria, mais bon, avec la partie anglophone du Cameroun, le cinéma nigérian est très présent au niveau du public, et ce type de cinéma se finance énormément par la première, qui est une VIP absolue, où on paye très cher son billet d'entrée pour voir le film et se montrer et montrer qu'on était là, et où les films vont être, et c'est pour ça que je parlais de sensationnel tout à l'heure, vont être énormément là-dessus. C'est-à-dire, et comme au Nigeria, c'est pas le sexe qui peut être le sensationnel, donc ça va être la violence. Donc alors, je ne dis pas que c'est ça le cinéma camerounais aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais je dis juste que ce type de diffusion a tendance à amener ce genre de démarche, non ? Oui, c'est possible. Oui, je partage cet avis. Mais seulement le cas du Cameroun est particulier. Ce qui se passe au Nigeria, correspond peut-être au Nigeria. On ne peut pas l'appliquer tout de suite au Cameroun. Le Cameroun, c'est parce que c'est la conjoncture qui nous pousse à faire un ensemble de choses. Si on ne fait pas ça, on n'existe plus, on disparaît. Donc, au Cameroun, il n'y a pas de fonds de financement. Il n'y en a pas. Vraiment pas du tout. Le dernier en date, le chef de l'État, il y avait un compte d'affectation où on mettait 1 milliard pour accompagner non pas que le cinéma, mais la culture dans son ensemble. Et même ce fonds-là, c'est bon. Donc l'État a vraiment, cette fois-ci, totalement abandonné. Voilà. Et donc face à ça, vous avez la francophonie qui est peut-être le seul guichet pour l'instant, mais sauf que c'est aussi tellement compétitif. Et quand on regarde bien, la francophonie, elle accompagne après chaque 5 ans le cinéma au Cameroun. Moi, je l'ai eu en 2016. Quand vous évaluez, Dieudonné à la vient de l'avoir. Donc la moyenne, c'est 5 ans. Donc on ne peut pas dire qu'elle impacte véritablement. Peut-être à l'échelle d'un individu, oui. Face à ça, il faut bien faire des films. Donc nous, on doit trouver des solutions pour raconter nos histoires. Et parmi les solutions, c'est ce qu'on a déjà dit, il faut aller dans des tontines, voilà, trouver des moyens. Et parfois, on écrit des films sur mesure. On écrit des films en sachant que, bon, voilà, il ne faut pas être trop ambitieux, il faut faire preuve d'ingéniosité, voilà, parce que tu n'es pas sûr que tu auras de quoi financer ce film. En même temps, on s'est dit, OK, il y a un minimum qu'il ne faut pas dépasser.
quand vous êtes en autoproduction dans le contexte camerounais, si vous faites un film à plus de 10 000 euros, ben, vous n'allez pas le rentabiliser. Ou alors vous allez le rentabiliser, mais très difficilement. Donc ça fait que cette jeunesse-là, elle devient tellement créative parce qu'elle est obligée de trouver des alternatives pour raconter des histoires en moindre coût, mais après, que ce soit aussi des histoires audacieuses, efficaces, capables aussi de traverser le Vouri. Le Vouri, c'est un fleuve chez nous. Donc, c'est aussi un cinéma, d'ailleurs. Voilà, donc c'est effectivement cette approche-là que nous avons chez nous. Et maintenant, quand on sait qu'on a emprunté de l'argent aux proches, par-ci, par-là, on est moralement tenu de rembourser. Donc, on est obligé de trouver une solution pour faire distribuer ce film, pour l'exploiter localement, etc. Et si ça passe par les paillettes, tapis rouges, ok, nous on le fait. Mais ce n'est pas vraiment un modèle nigérian appliqué, mais c'est un modèle qui arrive par la force des choses. Mais on n'a pas la prétention d'avoir inventé le fil à couper du beurre. Non, nos voisins nigérians l'ont longuement expérimenté. Mais nous, oui, on est content de faire ça aujourd'hui. Oui. Je crois que cette introduction n'était pas inintéressante parce que ça nous permet de recontextualiser ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire on fait du cinéma qui nous ressemble. Parce que... Oui, c'est pour ça que je voulais dire que ce que Gardi a dit quand on fait Miroir, etc., ça correspondait probablement à une démarche. Mais moi je m'inscris aujourd'hui vraiment à faux par rapport à ce qu'il disait avant. Que ce soit ce que... Bon, d'accord, peut-être qu'il allait dans le sens d'Edgar Morin, voilà. Mais nous, quand je parlais de cinéma qui me ressemble, c'est d'abord un cinéma, comme Nadège l'a dit, qui vient de mes tripes, mais c'est d'avant et avant tout un cinéma non pas qui montre la grand-mère telle qu'elle est au village, non, c'est pas ça. C'est pas un cinéma qui montre la ménagère telle qu'elle est, nécessairement, mais c'est un cinéma simplement qui me parle à tous les niveaux, que ce soit au niveau musical, que ce soit comment les gens parlent, c'est important. On parlait de la langue aujourd'hui. Nous avons une manière camerounaise de parler la langue française. Donc un film camerounais qui parle, ou dans lequel on parle français, mais en français camerounais, oui, c'est un cinéma qui me ressemble. Mais si je fais un film dans lequel on parle la langue de Molière, exactement comme Molière le parle, oui, c'est une langue coloniale, c'est notre héritage, d'accord, mais quand vous vous asseyez à Yaoundé, les gens ils ne parlent pas le français de la même manière que comme on parle ici à Paris ou à Apt. Donc, mais pourtant, c'est du français. Mais Narcisse, quand tu dis un cinéma qui me ressemble, tu dis qui me ressemble, hein, pas dire qui nous ressemble. Hein. Alors déjà, à mon avis, enfin je ne sais pas, déjà on est nombreux et on est différents. Hein. Il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a les enfants, il y a les anglophones, les francophones, je ne sais pas quoi. Mais si je te disais... pour prendre par exemple l'exemple du cinéma égyptien, qui est un cinéma effectivement populaire, que nous faisons, on fait un cinéma tel que les gens ressemblent aux films qu'ils font. Je veux dire, le cinéma aussi, il construit une identité. Il participe aussi à la construction d'une personnalité. Et que si toi tu fais une proposition de film qui peut ne pas ressembler ou peut ne pas donner l'impression de ressembler, peut-être petit à petit, ce cinéma-là ou ces films-là finissent par influencer les gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que ça veut dire, un cinéma qui nous ressemble? Bon, déjà, nous, on souffre d'une crise de schizophrénie, nous, la nouvelle génération. Une schizophrénie qui s'explique effectivement par le fait qu'on ait une langue comme le français. Donc moi, je suis au Cameroun, je parle français et cette langue-là, culturellement, je pense comme un français. Parce que la langue est le véhicule de la culture. Et cette langue-là, elle n'est pas la mienne. Elle m'a été imposée. Et j'ai été éduqué, tout mon cursus scolaire, c'est dans cette langue-là que je l'ai fait. De l'autre côté, maintenant, en tant que cinéaste, j'ai été nourri aussi par des images qui me venaient d'ailleurs. Donc j'ai un cinéma américain qui m'a absorbé toute mon enfance. Et donc, dans tout ça, il faut que je trouve ma propre place. Et je suis tout le temps à la quête de cette place-là. Donc, lorsque je parle d'un cinéma qui me ressemble, c'est un cinéma qui va effectivement me permettre d'être à ma place, qui va permettre que je sois entre un Français, un Américain, et avec tout ce que j'ai pu avoir comme influence, qu'on puisse me singulariser.
C'est ce que j'entends par un cinéma qui me ressemble. Fondamentalement, c'est ça. Après, oui, moi, je fais mes films, je les jette comme ça. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah bah tiens, oui, peut-être ça c'est la ligne qu'il faut suivre. Tant mieux s'ils suivent. Mais je n'ai pas la prétention d'être la locomotive, non. Parce qu'en même temps, tu fais bien de le dire, il y a plusieurs personnes, c'est des regards pluriels, c'est des façons de voir le monde tellement diverses. Il y a des milliers de façons de poser le regard que, voilà. Mais j'invite dans nous, les chercheurs et vous aussi, les critiques, qui regardez en longueur de journée les films, peut-être qu'en regardant des milliers de films camerounais, vous allez pouvoir nous dire, en dégager la constance. Et que c'est cette constance-là qui permettra aujourd'hui de dire, bah, tiens, voici la singularité du cinéma camerounais. Mais au stade où je suis et depuis où je parle là, je n'ai pas encore fait ce travail, donc il m'est difficile véritablement de donner une couleur à ce cinéma. Mais c'est sûr qu'avec la quantité d'œuvres aujourd'hui qu'on a... Voudrais... Oui. Justement, oui, Nadège, oui. Marie-Nadège, justement, vous qui travaillez là-dessus. Je voudrais dire à Wandji que le cinéma qu'il fait me parle forcément, moi qui suis camerounaise, parce que nous partageons les mêmes réalités. Nous avons la même histoire, nous vivons dans le même milieu sociologique, la même langue, les mêmes réalités. Donc forcément, le film qu'il va faire va forcément me parler en tant que camerounaise. Donc un cinéma qui lui ressemble, me ressemble aussi forcément. Voilà. Alors. C'est dans ce sens que je voulais intervenir. Je me retrouve facilement quand je regarde les films de Wandji, quand je regarde les films de Léa Malé, quand on parle nos langues, je reconnais, ah, voilà la place de l'indépendance, voilà le président Ahidjo, voilà, effectivement, nous souffrons dans le pays, voilà les coupures d'électricité, on ne peut pas étudier, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est un cinéma qui me parle. Le même regard que Wandji va lancer sur la société serait forcément le regard que je vais lancer, parce qu'on partage tous les mêmes réalités. Et puis c'est vrai que dans les films camerounais que j'ai pu voir récents, on a une certaine introduction de l'ensemble des milieux sociaux. C'est-à-dire que ça ne reste pas dans une catégorie upper class, forcément, etc. Et ça, il y a donc cette particularité aussi de s'adresser un peu à l'ensemble de la société. Juste pour compléter et terminer un petit peu sur ce grand procès, c'est la question que soulevait Marie-Nadège et qui est la question de l'intervention de l'autre, hein, c'est-à-dire de comment les films sont déterminés par leur financement. Est-ce que les films qui se font aujourd'hui au Cameroun sont entièrement autofinancés ? Tu parlais tout à l'heure de francophonie, etc., c'est-à-dire qu'il y a des fonds d'aide, mais qui sont peu intervenants sur les contenus, hein, les fonds d'aide. Est-ce que par contre, il y a des coproductions ? Donc, moi, je vais peut-être partir de ma propre expérience. Mon dernier film, c'est une coproduction, mais une coproduction camerouno-camerounaise. Bon, l'argent vient du Cameroun, il n'y a pas un argent étranger. Et je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée avec la petite expérience que j'ai aujourd'hui. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de faire un film aujourd'hui avec un agent localement trouvé. Et je pense qu'on en a besoin. Bon, maintenant, oui, il y a forcément des coproductions qui se font avec la France. Il y a des projets qui sont là. Françoise était sur un projet, malheureusement le projet a avorté. Dieudonné a des projets avec certains Camerounais qu'il coproduit avec d'autres boîtes de production en France, etc. Donc oui, il y a des coproductions, mais c'est de l'autoproduction en majorité. Donc si on dit il y a 5 films coproduits et on en a 95 qui sont autoproduits, donc le ratio est tout de suite fait. Et donc c'est quoi le profil de ces producteurs locaux? C'est des jeunes producteurs comme moi, c'est la nouvelle génération. Qui aussi. sont producteurs et pas forcément cinéastes? Non, donc uniquement producteurs. Ça c'est le cas de Dieudonné. Bon, évidemment, Dieudonné a fait quelques films documentaires auparavant.
Alors, quand tu parles de Dieudonné, son nom de famille, c'est Alaka. 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 Voilà. Ouais, ne confondons pas avec, parce que Dieudonné, chez nous, ça, C'est Amadi. ça évoque beaucoup d'autres choses. Oui, tu parlais de Françoise, donc je suppose que c'est Françoise Elong. Oui, oui. Et son dernier film, Bon, elle vient de faire un dernier film qui s'intitule Enterré. Enterré, et qui a été également coproduit. Je crois que TV5 est aussi sur ce projet-là. Voilà. Il y a Vouri aussi. Mais Vouri, c'est un Camerounais, donc voilà. C'est des solutions comme ça qu'il faut qu'on trouve. On veut bien aussi l'argent qui vient d'ailleurs, on en a besoin, ça c'est clair. Mais davantage, si on réussit à mettre en place un système local de financement de nos propres films, je crois que c'est le meilleur pari qu'on aura fait pour notre cinéma. Alors s'il y a des financeurs locaux, ça veut dire qu'on est dans des budgets qui sont, on va dire, légers, de façon à ce qu'effectivement, ils n'aient pas besoin d'aller chercher des financements extérieurs. Non, pas nécessairement. Le dire comme ça, c'est être un peu, je ne sais pas, c'est comme si on est un peu très prescriptif sur comment est-ce qu'on doit... Oui, non, c'est juste... Enfin, on peut avoir des... pas de jugement de valeur, hein, c'est juste que... On peut avoir des films même à 400 000 € au Cameroun et trouver l'argent au Cameroun pour le faire. On les trouve. Oui. En ce moment où je le parle, on est capable de le faire. Le problème, c'est si vous mettez 400 000 € dans un film, vous le rentabilisez comment? Oui. C'est ça le réel problème en ce moment. Donc on reste très modeste parce qu'on s'est dit, OK, il faut dépenser moins et gagner plus. C'est pour ça qu'on essaie de faire des films sur mesure. On respecte la bourse qu'on a, parce que derrière ça, on s'est dit, bon voilà, si on réussit à faire deux sorties en salle, au moins l'argent qu'on a dépensé pour la production, on peut le récupérer. Ensuite, maintenant, on a d'autres chaînes de télévision maintenant qui peuvent l'acheter, comme TV5, comme Canal, etc. Si nous l'achètent, tant mieux, c'est de la plus-value. Ensuite, on peut s'arranger avec le cinéma numérique ambulant, quelques copies par là. On a, par exemple, la téléphonie mobile comme Orange. On peut dire à Orange, OK, on va faire un Orange Tour et on veut montrer ce film sur l'ensemble du territoire national. Et donc, Orange dit, bon, donc, très bien, moi je me mets avec vous, voilà un peu d'argent, et puis on fait cette tournée-là. Ça, c'est les modèles économiques que nous sommes en train de mettre. Orange, il y a aussi les télévisions nationales qui achètent parfois des films. Oui, voilà. La télévision nationale, elle achète aussi. Elle achète voilà. et elle paye. Cette énergie-là, de cette jeunesse, est-ce que c'est pour des raisons politiques qu'elle ne va pas non plus en direction de l'État pour demander une législation, un dispositif d'aide, une manière aussi de soutenir la production nationale? Non, c'est ça. Non, mais je veux dire... Non, elle a fait ce travail. Moi, la DG, on a été à un atelier organisé par le ministère de la Culture du Cameroun. C'était en 2016 à Boya. C'était un plan triennal de relance de l'industrie du cinéma au Cameroun. On y est allé, on a passé 2 jours de travaux et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc il y a avant nous, beaucoup de personnes l'ont fait. Et jusqu'aujourd'hui, on a des débats pendant les événements, les conférences, débats qui se tiennent sur, voilà. Dernièrement Écran Noir. La dernière édition des Écrans Noirs, il y a eu le forum des cinéastes que tu as présidé, où on a rassemblé tous les cinéastes camerounais pour qu'on essaye d'élaborer ensemble un document qu'on va soumettre aux politiques et... Voilà. C'est en cours, on espère que cette fois-ci, puisqu'on a travaillé avec les bonnes personnes, ça va marcher. Mais au-delà des interventions dans les colloques, parce qu'on parlait, l'autre fois, on parlait du cinéma marocain et le jeune cinéaste qui était présent disait que ce qui manquait, c'était des associations, une vie culturelle, quoi. Comment se présente la situation des associations de cinéphiles, de cinéastes, ou de cinéastes amateurs ou pas, ou de critiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se... Oui, au Cameroun, je crois que Pierre-Olivier l'a dit en entrée du jeu, c'est quand même un pays particulier, très atypique, complexe en même temps. Il y a énormément d'associations. Au Cameroun, on a 17 festivals de films, par exemple. Et les festivals de films sont organisés par des associations. À côté, on a plusieurs autres associations, de scénaristes, de réalisateurs, de producteurs. Des syndicats ou des... Non, des associations. Pas des associations. Oui.
ces associations-là existent. Elles font aussi leur part de boulot, comme elles peuvent. Tout récemment, il y a un chantier, cette fois-ci, qui a été lancé par l'État, à travers le ministère de la Culture, d'organiser maintenant le secteur, on devrait créer une fédération. Évidemment, ça a créé énormément de remous parce qu'il y en a qui se disaient, mais pourquoi c'est l'État qui nous demande de créer, qu'est-ce qui se cache derrière, etc. Et ce projet-là, il est encore en cours. Donc, on ne sait pas si on va finalement aboutir sur une fédération des cinéastes ou pas, parce que c'est un peu très tendu pour le moment. Mais oui, il y a des entreprises, des industries culturelles qui existent, qui font leur boulot qu'ils ont à faire. Quand on se retrouve, on essaie de parler de nos problèmes et on envoie à qui de droit. Mais sauf que, comme l'avait dit le directeur de la cinématographie, il me l'avait dit une fois, le temps, même dans une interview, il y a le temps des artistes, il y a le temps de l'administration. Donc, c'est maintenant le temps de l'administration que nous attendons. Voilà. Donc on espère que quelque chose va en sortir, mais je crois qu'on ne regrette rien. On a fait ce qu'on avait à faire en ce qui nous concerne, à notre niveau. On a fait notre boulot, on a envoyé. Et maintenant, c'est à eux de prendre des décisions. Je crois que peut-être l'une des solutions, s'ils ne se réveillent pas, vite, on va tous finalement faire de la politique. Voilà. On va peut-être devenir des députés, comme moi, j'aspire à être député. Voilà, pour aller à l'Assemblée, pour leur dire, bon, écoutez, il faut résoudre ce problème. Je pense que nous, les artistes, on gagnerait à nous intéresser de plus en plus à ces postes de responsabilité-là, parce que c'est tellement opaque. C'est tellement opaque que s'ils ne nous écoutent pas, il vaut mieux qu'on soit au poste de décision et peut-être qu'on pourra changer des choses. Ça, c'est les ambitions qu'on devrait avoir aujourd'hui. Et pour rebondir sur la question de Tahar, il y a une association de critiques. Qu'est-ce que ça change au niveau du pays? Est-ce qu'au niveau médiatique, il y a un accompagnement véritable des films? Est-ce qu'il y a une revue de cinéma ou, il y a Mosaïque où on retrouve un petit peu un certain nombre de critiques dedans. Voilà. Je crois que Mosaïque fait un travail... C'est une revue culturelle, quoi, général. Je crois que Mosaïque fait un travail remarquable sur ce plan-là. Il y a aussi des médias presse écrite qui donnent des fenêtres à la culture, pas simplement au cinéma. Donc, vraiment, donc on a énormément de journalistes culturels qui font du travail et que je respecte énormément. La télévision nationale, elle vient d'ailleurs de signer, je crois, un accord avec le Festival Écran Noir pour diffuser ceux des films camerounais qui seront primés au Festival Écran Noir à la télévision nationale. Donc je crois que c'est des avancées qu'il faut encourager. Mais la critique, au sens où nous l'entendons là, votre métier, il y en a que, d'ailleurs, Olivier, tu as formé aussi, voilà, qui sont là, mais qui sont absents. Voilà, je le dis parce que j'ai eu un échange avec eux sur les réseaux sociaux. Et on n'est pas allé vraiment, je ne suis pas allé du dos de la cuillère. Voilà. Donc, je leur ai dit, vous êtes totalement absent, il faut sortir du confort des critiques qui attendent qu'on vienne leur montrer nos films pour qu'ils écrivent dessus, etc. Non, vous devez aller regarder les films des autres. Rien qu'entre décembre 2020 et janvier 2021, nous avons eu 7 longs métrages sortis en salle au Cameroun. Et sur les 7 longs métrages, il y a à peu près 2 qui ont bénéficié de la plume, je crois, de Pélagine Gonana, qui a écrit, et je ne sais plus qui d'autre. Moi, je dis... Françoise a écrit sur Aline. Voilà. Donc, moi, je trouve que pour un pays comme le nôtre qui a une association des critiques de cinéma, ils ne font pas le boulot. Je voudrais dire que l'association fonctionne beaucoup plus pendant le festival Écran Noir, l'association Ciné-Presse. Pendant le festival Écran Noir, ils ont le cahier des écrans noirs qui paraît, je crois, tous les jours, c'est ça, Wanji? Où ils font des critiques de films. Mais après ça, ils attendent que quand il y a une sortie de film, que les producteurs, réalisateurs organisent des visionnages pour la presse. Or, ces producteurs, réalisateurs n'ont pas suffisamment de moyens pour organiser d'abord un visionnage pour la presse, pour que la presse puisse faire sa critique d'abord. Donc, ils préfèrent sortir leur film sans avoir la critique de la presse et les critiques de leur côté disent, bon, si les cinéastes ne nous invitent pas, si les réalisateurs ne nous invitent pas, on ne vient pas. Et les réalisateurs disent, si vous ne voulez pas venir de vous-même faire la critique, vous laissez.
Donc, on est un peu dans, Ouais, on a un Donc peu dans dans le cette torchon querelle, brûle. Mais, dans cette querelle mais Marie Nadège, entre les... vous qui faites une thèse sur le cinéma, donc qui avait un rapport avec les milieux universitaires, etc., comment se présente la situation des institutions de l'enseignement par rapport au cinéma? Est-ce qu'il y a un enseignement de cinéma? Est-ce qu'il y a des écoles de cinéma privé-public? Est-ce qu'il y a des projets de mise en place de ce type de formation? Mhm. Il faut dire qu'il y a eu un réel engouement au niveau de la création des écoles de cinéma ces 10 dernières années. Et peut-être c'est même ça qui peut justifier le fait qu'on rencontre beaucoup de réalisateurs, beaucoup de productions cinématographiques. Si je prends le cas de Yaoundé, Oui. on a l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CATV qui forme des gens qui font des films. On a l'Institut Jean-Paul II qui a une filière cinéma. On a l'Université de Yaoundé 1 qui a le département des arts, spectacles, études cinématographiques. Il y a quand même des écoles. Il y a des écoles qui forment, entre guillemets, des gens au cinéma. Mais les écoles publiques ne sont pas nombreuses. Les écoles privées qui existent sont très chères. L'école de la CATV, par exemple, c'est 2 millions sur concours. Donc, ça fait que beaucoup de gens ne bénéficient pas de cette formation et préfèrent s'orienter vers ce qu'on appelle la formation informelle. Ça veut dire apprendre auprès de ceux qui font déjà. Et c'est eux, ce qui est bizarre, c'est eux, bizarrement, qui font le plus de films. Parce qu'ils apprennent Sur le en tas. faisant, ils apprennent sur les plateaux. Et en Mais fait, sur le plan institutionnel, il y a des noms. Et quand je parle même des formats, à l'Université de Yaoundé 1, par exemple, le département des arts du spectacle, où Narcisse est étudiant, je ne sais pas s'il y a des caméras là-bas, s'il y a du matériel. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est pareil pour l'Université de Douala, qui a l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba, l'Université il y a des instituts des Beaux-Arts où il y a des filières en cinéma audiovisuel, mais est-ce que ces filières-là sont réellement équipées? Qui enseigne dans ces filières-là? La seule école que tout le monde reconnaît être équipée sur le plan technique aujourd'hui, c'est l'école de la CATV. Et pour accéder à cette école, il faut avoir beaucoup, beaucoup de moyens. Donc, les jeunes préfèrent se former auprès des aînés qui font des films. et l'école de la CATV, a priori, forme des gens qui vont travailler sur la télévision plutôt que sur le cinéma. Exactement. Très peu, vraiment, très peu s'orientent dans la cinématographie, qui ne maîtrisent même pas beaucoup à l'école et qui peuvent ou qui pourront apprendre plus tard quand ils sortent. Mais au moins, ils ont la base, comment allumer une caméra, comment percher, comment écrire un scénario. Donc en gros, il n'y a pas d'école de cinéma. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une école de cinéma. Non, n'exagérons C'est pas. clair. Mais l'école, enfin, on va dire la principale. Je veux dire que si on dit que... Je prends un exemple quand je le dis. On a 2 instituts de beaux-arts qui ont des filières cinéma. Sauf que le bonhomme qui enseigne dans cet institut, c'est le même bonhomme qui enseigne à l'université. Lui-même, il n'a pas fait de film. Donc, c'est un académicien. L'école de la CRTV, elle a dit, c'est une école qui est vachement occupée, mais elle forme d'abord les techniciens pour la télévision. Ce n'est pas, quand on parle d'école pour le cinéma, mais vraiment, il faut qu'on sache de quoi on parle. Les instituts, ils n'ont même pas de caméra. Les instituts de beaux-arts en question, ils n'ont pas, même s'ils en ont, je ne suis pas sûr qu'ils ont de quoi former une équipe de production pour aller faire un film. Les étudiants de là-bas se démerdent eux-mêmes. Dieu merci, le numérique est arrivé, donc on peut avoir soi-même sa caméra réflexe, donc on tourne avec. Donc oui, il y a des bâtiments, il y a des institutions qui sont installées. Mais il faut revoir le curriculum. Pour moi, c'est important. Sinon, on ne forme pas. Bon, Nadège n'est pas d'accord avec moi, mais c'est ça. Oui, mais elle dit aussi que les gens se forment surtout beaucoup sur le tas. Oui, ça c'est la meilleure école. On va vite progresser parce que le temps passe. Mais ce qui me frappe dans la présentation que tu as faite au départ, c'est que tu disais que tu participais, que tu avais co-créé un festival de films de femmes, que quand on voit les contenus des films, ça parle énormément de femmes, que ton dernier film, c'est le destin de 3 femmes
dans le problème avec les hommes, hein, on est bien d'accord, mais que finalement il y a quelque chose de très central quelque part dans les thématiques abordées sur la situation de la femme dans la société, sur le patriarcat et beaucoup la violence des hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui est si fort dans la société qu'il faille le prendre complètement comme ça à bras-le-corps, au détriment d'autres sujets, ou bien... Bon, moi je pense que c'est peut-être instinctif. C'est peut-être ça relève même de notre subconscient. Je vais vous faire remarquer aussi que la plupart des films camerounais qui sortent aujourd'hui, difficilement vous avez des familles complètes. C'est-à-dire il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Vous avez soit la mère et l'enfant, soit le père et l'enfant, etc. Donc, mais je ne suis pas sûr que c'est calculé. Je ne suis pas sûr qu'au moment où ils écrivent, où ils s'y rendent compte que, voilà, on a toujours des familles monoparentales, etc. Je ne suis pas très sûr. Et je pense que c'est la même chose avec la question de la violence faite aux femmes, des rapports dominants-dominés, ou bien des rapports aux politiques, etc. Ce que j'essayais de dire précédemment, c'était qu'on évite exprès de parler de la longévité, par exemple, de Paul Biya au pouvoir, d'en faire un film. Bekolo, il a fait. Bekolo a fait le président. Voilà, on a vu ce que ça a donné. Nous, on s'auto-censure. Peut-être que Bekolo le fait, moi je le fais, un autre le fait, finalement, ils vont se rendre compte que bon, ça ne sert à rien, sinon on va mettre tous les cinéastes en prison. Donc, il vaut mieux laisser. Donc, la question c'est pourquoi on évite ce type de sujet. Surtout que la censure, oui, elle n'est plus pratiquée au Cameroun comme elle était dans les années 60, etc. Elle n'est plus vraiment très, très présente. Mais on a une espèce d'autocensure qui s'installe. Est-ce que la question de la femme est centrale chez nous? Oui, elle est centrale. Nous avons créé un festival de films de femmes parce que même dans le secteur qui est le nôtre, le domaine qui est le nôtre, elles sont tellement nombreuses. Et d'ailleurs, ces dernières années, ce sont elles qui portent ce cinéma-là aujourd'hui. Elles sont productrices, elles mettent énormément d'argent. Ce sont elles qui font des sorties en salle, qui préparent tout ça. Donc, elles sont vraiment au cœur de l'industrie. Mais très peu d'entre elles prennent la parole en tant que réalisatrices. Très peu. Il y en a quelques-unes. Françoise est là, il y en a qui essaient de se démarquer. Et donc, nous, on a créé le festival, c'était d'abord pour apporter une réponse à ça, pour leur dire, écoutez les femmes, c'est bien, vous êtes dans l'industrie, mais si vous prenez aussi un peu la caméra et vous nous dites ce que vous ressentez. Et nous avons fait des ateliers, nous avons formé, et à la 4e année, je suis content parce qu'on a pu obtenir de notre partenaire à l'époque d'acheter du matériel. Donc l'Institut a acheté 3 unités de production. Et ça a favorisé un ensemble de choses. Il y a eu des ateliers que nous avons organisés. Nous avons envoyé certaines femmes en Allemagne pour se faire former. Elles sont parties, elles sont revenues. C'est vrai qu'il y a une qui est partie, elle n'est plus revenue. Ça nous a créé tous les problèmes. Mais bon, c'est des choses qui arrivent parfois. Mais aujourd'hui, ça change. De plus en plus, elles prennent déjà la parole. Elles sont déjà derrière la caméra. Et nous sommes très contents. C'était plus pour répondre à ce besoin. Écoutez, ne restez pas simplement comme actrice ou comme productrice. Mais dites-nous aussi un peu ce que vous pensez, comment vous voyez votre société. Donc, participez à l'évolution ou au développement de notre pays, apportez votre part de discours. Voilà. Donc l'intuition dont tu parlais, c'est effectivement le fait qu'il y a un nœud quelque part important dans cette question du patriarcat et de la place de la femme dans la société. Oui, et de comment elle est traitée. Oui, effectivement. Je reviens toujours au film qui nous ressemble et qui est, parce que c'est une formule qui est bien, je trouve, enfin, je veux dire, qu'on entend, que tu n'es pas le seul à prononcer, hein, je veux dire qu'on retrouve dans d'autres pays aussi, hein, qui repose toute la question de l'authenticité, etc., c'est-à-dire tout un vocabulaire, toute une façon de voir. Et beaucoup de procès par derrière, hein, puisque... Il y a le contraire qui est donc l'intervention de l'autre. Les films qui sortent du Cameroun, ce sont des films à thèse. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un problème de société. C'est, je dirais presque des films à message. C'est-à-dire que par derrière, à la fin du film, on va avoir
non pas la solution du problème, mais en tout cas... un point de vue. Oui, et en tout cas un appel à ce que ça change. Ouais. Donc un certain rôle du cinéma. Est-ce que ce rôle du cinéma, qui n'est pas forcément le rôle du cinéma tel qu'on le définirait nous en tant que critique, c'est-à-dire que le film doive convaincre, doivent apporter un message, doivent mobiliser un spectateur pour que la société change de cette manière-là. Est-ce que c'est une sorte de, je dirais, d'obligation pour que les gens le comprennent, ou bien d'obligation pour qu'on a l'impression d'être engagé dans la société, ou bien autre chose? Bon, moi, je n'en sais rien. Parce que là, on parle de la création. Et peut-être je peux parler pour moi, mais pour les autres, je n'en sais vraiment rien. Parce qu'ils ont ressenti quelque chose, ils ont ressenti une envie, un besoin de s'exprimer sur un sujet précis. Comment ils l'ont fait? Là, encore une fois, c'est leur choix, ils ont décidé de le faire comme tel. Et maintenant, si on demande mon avis par rapport à moi, parce que je viens de terminer un film, et je ne sais pas si c'est un film à thèse, peut-être, j'en sais rien. Mais je pense que par-dessus tout, le cinéma, c'est porter un discours sur un sujet qui nous parle. Et ce discours, tu le dis à ta façon, avec des mots qui sont tes propres mots, tes propres images. Tu y mets ton cœur, ton ressenti. Et à la fin de la journée, tu le mets, il ne t'appartient plus. Peut-être qu'il touche, peut-être qu'il ne touche même pas. Mais c'est simplement une façon, un angle de la société que tu as décidé de mettre à nu. Moi, je pense que c'est dans cette démarche-là que nous nous inscrivons. Mais pas parce qu'il faut absolument le faire pour que les gens comprennent. Non, c'est prendre nos téléspectateurs pour des cons. Je rappelle que les spectateurs camerounais sont en avance sur le cinéma. On est très en avance sur notre cinéma. Pourquoi? On a Netflix, on a Canal, le bouquet Canal. On regarde les telenovelas. On regarde le dernier film américain qui est sorti. On est à Canal Olympia pour le regarder. On regarde tellement des films qui nous viennent d'ailleurs, que quand on regarde nos propres films, nous, parfois on le regarde avec de la tolérance. On sait pertinemment que, vous ne pouvez pas faire plus que ça, parce que déjà, vous n'avez pas les moyens de faire comme les autres. Donc, c'est même déjà un espoir que d'être arrivé à faire ça. Donc, on le regarde avec beaucoup de tolérance. Donc, je ne pense pas que c'est parce qu'on va imposer, on va amener notre public à comprendre ce qu'on veut, on veut marteler ça. Non, parce qu'ils ne sont pas dupes, ils sont tellement en avance sur notre cinéma. Toutes les formes que nous essayons de mettre dehors, d'apporter, je crois qu'ils se sont déjà frottés à toutes ces formes de récit. Donc, mais ce qui les intéresse, c'est un langage qui est proche de ce qu'ils entendent tous les jours. Voilà, je crois que c'est plus ça. Est-ce qu'ils sont touchés? C'est de cette façon qu'ils vont se sentir concernés, en tout cas. Oui, et je crois que ça marche parce qu'ils remplissent les salles. Ça marche. Et quand ils sortent, ils font des commentaires. Ça marche. Mais je pense aussi que l'une des forces que nous, la jeune génération, on a, et je pense que les cinéastes aujourd'hui, de manière générale, pas seulement les cinéastes africains, ils devraient s'arrimer à ça, c'est le numérique aujourd'hui. Pas le numérique comme support de fabrication, mais le numérique permet aujourd'hui de ne plus voir notre métier, par exemple pour un film, de ne plus penser en financement d'un film, mais il faut penser en termes de financement d'une carrière. Parce que si vous pensez en termes de financement d'une carrière, le spectre devient beaucoup plus grand. Il n'y a pas que le film, il y a beaucoup d'autres choses qui vont graviter tout autour. Je vais prendre un exemple simple. Alors, lorsque je fais un film et que j'ai 300 000 abonnés, je vais prendre le cas de ma compatriote qui a 1 million d'abonnés, de followers sur Instagram, 700 000 personnes qui la suivent sur Facebook, pour ne prendre que ces deux réseaux-là. Alors, quand elle fait un film, elle est sûre de faire le plein. Parce que sur les 500 personnes qui la suivent au quotidien, elle est au moins sûre qu'il y en a 2000 qui sont capables de changer de coiffure toutes les fois qu'elle va changer, ou bien qui vont s'acheter le même type de blouson. Donc dès qu'elle va dire, voilà, mon film, ils sont en salle tel jour, ils viendront.
Donc il faut avoir les true fans, comme on dit. Et en termes de diffusion Internet, il y a des plateformes Oui, on a quelques plateformes qui se mettent déjà en place. Vouri TV, Snap TV, il y a un autre qui vient de créer, Poops. Ensuite, il y a aussi les compagnies de téléphonie qui ont des plateformes comme Orange, comme MTN, comme Nextel, qui ont des plateformes. Bon, évidemment, c'est davantage des films étrangers qui y sont. Mais c'est très, très compliqué parce qu'on a toujours des problèmes de connexion. Ouais, je n'arrive même pas à faire l'émission normalement parce que chaque fois, je suis coupée. S'il fallait regarder un film, être coupé chaque fois, c'est désagréable. Voilà. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi que Internet est encore un peu cher. Voilà. Mais ça existe. Mais c'est davantage orienté pour la diaspora. C'est parce qu'on est conscient d'une diaspora, on a une forte diaspora et donc quand on met ça, cette diaspora, elle a envie de voir, elle veut rester connectée avec le pays et donc du coup, les images là sont nostalgiques. Donc, les abonnés sont davantage des Camerounais de la diaspora et on trouve notre compte quand même sur ces plateformes. Et par rapport à la télé Bon, pour la télé, jusqu'ici, c'est la télévision nationale qui achète. Il y a des formules quand même ça se passe davantage avec les séries. Vous faites une série, vous trouvez un sponsor comme les brasseries du Cameroun, c'est la société brassicole, et donc vous prenez un espace à la télévision. Donc, la télévision vous offre une tranche d'antenne, et puis vous mettez la série, vous avez un sponsor derrière, vous partagez les gains avec la télévision. Donc si c'est vous qui trouvez le sponsor, vous prenez 70%, la télévision vous récupérez 30%. Si c'est elle récupère 70%, elle vous donne les 30%. Donc, c'est des modèles comme ça qui sont mis en place et qui fonctionnent pour ce qui est avec les chaînes de télévision privées. Mais la télévision nationale, elle ne le fait pas, elle achète. Mais sans vouloir revenir systématiquement au business, mais ça, c'est le problème du cinéma. Hein, de toute façon, c'est une histoire de fric et donc il faut toujours en revenir à ça. Et c'était important d'en parler au départ. Mais quand on voit ton dernier film, par exemple, Benskin, moi, en le voyant, j'avais l'impression d'une sorte de peinture de la société. C'est-à-dire qui correspond un petit peu à cette formule que tu utilisais d'un film qui nous ressemble. C'est-à-dire que pour moi, qui suis complètement extérieur, et qui ne connaît le Cameroun que de presque rien, c'est-à-dire de quelques voyages, j'ai l'impression de voir toute une série de problématiques intérieures comme ça dans les relations intimes entre les gens, dans toute la complexité de la vie quotidienne. Ne serait-ce aussi que le phénomène des motos, hein, donc les motos qui permettent de remplacer les transports en commun, on va dire. Et ces gens qui s'épanchent comme ça aux conducteurs de moto, comme ça, comme on le voit au début du film, il y a là-dedans une sorte alors là, on va dire miroir, effectivement, de ce qu'on a l'impression qu'on peut sentir de cette société. Et on sent là une société qui a quand même sacrément des problèmes. C'est-à-dire que le politique dont tu parlais tout à l'heure, hein, qui ne peut pas être abordé directement au cinéma, finalement, c'est là qu'il déboule, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on sent que les choses ne peuvent pas s'exprimer véritablement, que tout est compliqué, on sent bien que par derrière, il y a de la corruption, etc. Enfin, je veux dire, tous les systèmes comme ça qui font que le citoyen ne peut plus évoluer normalement, etc. Alors, ça n'est jamais dit, mais on a l'impression que c'est là tout le temps. Et même dans l'esthétique des films, ce qui me frappe beaucoup, par exemple, c'est toutes ces scènes qui sont des scènes demi-éclairées, où on est tout le temps dans l'obscurité quelque part. Que ce soit à l'intérieur des habitations, etc. Je veux dire, c'est pas, tu parlais de telenovelas, une telenovelas, c'est éclairé comme sur un écran de cinéma. C'est plein feu, quoi. Voilà, oui, c'est plein feu. Tandis que là, on est véritablement dans quelque chose qui est du domaine du sombre, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ce que je voulais traduire, ça c'est clair. Et oui, on est dans une société qui a énormément de problèmes en ce moment. Et aussi, vous aurez remarqué que dans le film, le choix de mettre les motos s'expliquait aussi par le fait que la moto aujourd'hui au Cameroun, c'est un espace de la parole, c'est un espace public, c'est un centre psychiatrique,
c'est un tribunal en même temps. C'est vraiment sur la moto, on parle de Paul Biya, on peut engueuler Paul Biya sans risque de se faire arrêter parce que c'est un dialogue avec... voilà. On a ses propres problèmes, on est sur une moto et puis on l'exprime au conducteur de moto qu'on ne connaît même pas. Voilà. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai ramené tout le discours sur les motos parce que pour moi, la moto n'est pas que l'engin désormais dans notre imaginaire. C'est un espace public, un espace de la parole. C'est aussi un espace où les destins se croisent, mais s'entremêlent, mais jamais ne sont liés. C'est ça aussi le Cameroun, effectivement. C'est tout ce mélange-là. On est tellement de groupes ethniques, on est tellement mélangés, on se croise, on fait un ensemble de choses, mais nous ne sommes finalement pas liés. La société est tellement divisée. La dernière élection présidentielle nous l'a montré, où on a commencé à brandir la fibre ethnique pour disqualifier un candidat. Et c'est ce jour-là, en 2018, que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais Bamileke. Parce que j'ai fréquenté avec des camarades de classe d'autres tribus, mais on n'a jamais eu ce type de rapport. Mais à l'occasion de l'élection présidentielle, j'ai méconnu beaucoup de mes camarades. Voilà, parce qu'on avait un candidat qui est originaire de chez moi, mais on a brandi la fibre ethnique, et c'est là où on se rend compte que oui, les Camerounais sont extrêmement divisés. Ça aurait été un candidat d'une autre région qu'on aurait fabriqué quelque chose pour le disqualifier, en séquant également la fibre ethnique. Donc, ce n'est pas simplement le fait d'être Bamileke. Ça aurait été n'importe qui, on aurait mis en place ce type de mécanisme. Et on s'est rendu compte que la société, elle est énormément fragmentée, alors qu'on pensait qu'on s'aimait énormément. Et ce qui est paradoxal, c'est que sur les motos, les gens se parlent, on a l'impression qu'il y a de la bienveillance. Oui, effectivement, parce que pour être capable de dire à quelqu'un, à exposer à un inconnu vos problèmes, il faut quand même, soit vous êtes tellement désespéré et vous le dites comme ça, et la personne qui vous prête aussi une oreille attentive, il faut qu'elle soit bienveillante aussi pour prendre un temps d'arrêt, pour vous écouter et être capable de vous dire « désolé, ça va aller ». Ça, c'est la société camerounaise, c'est aussi cette contradiction-là, on s'aime et on se déteste en même temps. C'est vraiment Narcisse, je temps. Je voulais justement, Marie et Nadège, comme le temps presse et que vous avez des engagements, et que comme vous êtes historienne et que vous avez la distance, enfin plus de distance en tout cas que les cinéastes, qu'est-ce que pour vous... qu'est-ce qui devrait pour vous se faire aujourd'hui pour que cette énergie dont vous parlez de cette génération-là puisse se déployer de façon encore plus importante? Mais dites ce que vous avez à dire. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Oui, je pense que déjà, ce que les jeunes font aujourd'hui est très appréciable, la nouvelle génération. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les encourager forcément. Le problème qui est le plus présent, c'est celui de la formation. Trouver comment organiser, peut-être pas créer des écoles, c'est trop demandé, mais organiser des masterclass, organiser des ateliers, organiser des conférences, des choses qui peuvent permettre qu'ils soient outillés sur le plan technique, sur le niveau des problématiques, etc. Organiser des séances de visionnage pour qu'ils puissent se cultiver davantage. Renforcer leur capacité, surtout pour ceux qui ont de la volonté au niveau de la formation. Maintenant, au niveau du financement, il faut beaucoup de choses. Peut-être pas créer un fonds, parce que c'est rêver de penser qu'on peut encore créer un fonds, mais peut-être que l'État trouve des moyens de réguler, permettre peut-être aux banques de facilement donner du financement en termes de crédit à ceux qui ont des projets bankable. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour avoir de l'argent dans une banque et faire un film, c'est très compliqué. Donc, l'État puisse mettre sur pied ces mécanismes-là où on permet facilement aux banques de donner du financement à des personnes qui ont des outils et qui peuvent faire des films et rembourser. Je crois que les chaînes de télévision doivent accompagner des initiatives. Comme Wanji disait au début, il y a beaucoup de films qui sont faits, mais très peu de personnes sont informées de l'existence de ces films-là en termes de promotion. Généralement, la promotion reste sur Facebook et entre nous qui fréquentons ce milieu. Or, si les médias accompagnent, appuient,
ça pourra faire que ces jeunes-là qui ont investi puissent rentabiliser les films et puissent faire d'autres films. Donc, il y a tellement de choses à faire pour pouvoir encourager cette jeune génération-là. Et tout, ce n'est qu'une question de volonté. Alors, Narcisse, on va te laisser le dernier mot pour nous dire, pour toi, de ton point de vue, par rapport à cette situation-là, par rapport à ce désir de cinéma. Qu'est-ce qui, à partir de ta propre expérience personnelle, qu'est-ce qui te paraît vraiment nécessaire et urgent de réparer, de faire, de mettre en place Bon, je crois que Nadège, elle a évoqué beaucoup de choses, notamment la formation, mais moi je pense que ce qui est pertinent et urgent, c'est le cadre juridique. C'est vraiment la politique qui régule ce secteur d'activité. On a des lois qui datent de 1980, qui ne sont pas revues. Nous sommes on est à l'ère du numérique. Nous avons encore des textes de loi qui parlent de pellicule. Donc il faut toiletter tous ces textes-là. Il faut vraiment assainir le secteur et donner des facilités aux acteurs du milieu de pouvoir contacter des banques, etc. Et tout ça, c'est à soi une véritable politique qui inscrit la pratique du métier dans une vision beaucoup plus claire. Voilà. Je crois qu'une fois qu'on a fait ça, si le milieu, si le cadre juridique, la politique culturelle est bien établie, les choses vont se mettre en place parce que jusqu'à aujourd'hui, même sans argent, on se débrouille à faire des films. Donc si on nous donne de l'argent, oui, on fera peut-être encore davantage, peut-être mieux, mais l'argent n'est pas la condition sine qua non. Parce que sans argent, on se démène quand même à les faire. Donc ça veut dire qu'on est capable quand même de nous compter nous-mêmes avec le peu de moyens qu'on a. Voilà. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on me dise que, bon voilà, M. Wandi, la télévision nationale, la loi dit qu'elle doit acheter 70% du contenu local, il faut qu'elle respecte. Bolloré est là, il n'y a pas de quota. Il faut qu'on dise à Bolloré, désormais, cher ami, voici le quota des films camerounais qui doivent passer dans les salles. Qu'ils soient de bonne ou de mauvaise qualité, on veut ce quota-ci. Oui, ça c'est des choses comme ça qu'il faut mettre en place. On va dire à Orange, monsieur Orange, vous faites beaucoup de bénéfices à la fin de l'année, bon, vous allez remettre 0,01 centime de francs CFA par appel téléphonique dans un compte qui va permettre de financer non pas simplement le cinéma, mais la culture de manière générale. Et ça, c'est des choses qui doivent être régulées et ça permet que le secteur soit... Là, personne ne souffrira. Olivier, tu veux conclure? Oui, non, enfin, on en revient toujours à la question du producteur. Hein. Je veux dire, qu'on avait évoqué hier. C'est-à-dire, c'est un métier qui est finalement... complètement à construire dans plein de pays africains et parce que cette question elle est fondamentale et que c'est à ce niveau-là que peut aussi se réfléchir une politique publique et qui est vraiment parce que les réalisateurs ils ont autre chose à faire que de faire des politiques, que de rechercher de l'argent, etc. Il faut qu'ils aient le temps de créer. Et ça, c'est ce vieux problème de l'homme orchestre qui doit tout faire à la fois et qui du coup a du mal à pouvoir produire ce que tu appelais tout à l'heure une carrière. Voilà. Ouais. Eh bien, voilà, merci Narcisse, merci. On espère que ce séjour merci beaucoup. dont tu encore une fois ici sera profitable. Oui, je crois que c'est déjà profitable. Merci beaucoup voilà. de me donner déjà la parole de m'exprimer comme ça. C'est déjà quelque chose. Merci à Marie Nadège de nous avoir éclairé de son point de vue d'historienne. Et merci à Olivier. Et merci à toi. Nous aurons d'autres occasions de revenir sur, toujours dans le cadre de ces rencontres, sur une question culturelle importante autour de l'Afrique. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine, merci.